J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, l'humour. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là que l'os. En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Je vous ai compris. Vous êtes croisés à On était en même temps. Il y a beaucoup de monde, quand même. Ouais, Alors, vous êtes des enfants de bourgeois. Un petit mot pour Sciences Polémiques. Ah, c'est une des choses que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e numéro de Sciences Polémiques reçoit, l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de Sciences Po. Aujourd'hui, nous devenons clairement concurrents de France 5 puisque nous avons volé Pascal Perrineau assez dans l'air pour l'interviewer ce soir. Nous recevons donc celui qui enseigne la science politique en première année notamment. Monsieur Perrineau, bonjour. Bonjour. On va faire cette émission avec Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour Étienne. Et Anas. Bonjour Anas. bonjour Étienne. Raphaël et Anas qui nous ont tous les deux préparé des quiz sur la politique. On commence tout de suite avec le portrait, votre portrait, Monsieur Perrineau, qui est dressé par Anas Mangène. Le prof le plus médiatique de Sciences Po est donc enfin assis devant moi. Faire votre portrait n'est pas une mince affaire, en tout cas n'était pas une mince affaire quand on regarde l'étendue de vos travaux, le nombre de vos passages dans C'est dans l'air, Étienne l'a dit, et les 15 pages de publication qu'on comporte votre CV. Commençons donc par le commencement. Vous êtes né en 1950, et déjà, à la sortie du ventre de votre mère, vous avez commencé à analyser la tendance qu'avait l'infirmière à pencher votre biberon vers la droite plutôt que vers la gauche. Au collège, plus tard, lors des sorties géologiques, vous ennuyez déjà vos camarades en vous émerveillant devant la capacité du granit à faire voter à droite. Parce que oui, Pascal Perrineau, toujours en avance sur la tendance, l'extrême droite est votre lubie, votre obsession, votre passion. Et ce, bien avant que les émissions de télé Clash and Buzz ne s'emparent du sujet. Vous êtes un véritable visionnaire, Pascal Perrineau. Vous sentez les choses avant qu'elles ne se passent, vous voyez tout avant tout le monde. Et peut-être est-ce d'ailleurs là dû aux lunettes un peu lunaires que vous arborez quotidiennement. Prophète de la montée du FN, c'est à présent vers vous que se tourne le peuple tout entier pour tenter de comprendre le vote d'extrême droite. Auteur de 4 livres, directeur de 8 ouvrages et de dizaines d'articles sur le sujet, vous êtes, et c'est le moins qu'on puisse dire, le ponte, l'autorité, la référence en la matière. Mais avant tout cela, vous avez été, comme tout le monde, étudiant. Vous avez quitté le lycée en juin 68. Alors, comme vous avez eu votre bac avec mention assez bien, nous avons supposé que vous avez passé votre année 1968 à battre le pavé. Encore au lycée et déjà engagé, vous aviez déjà, à l'époque, votre temps d'avance caractéristique. Ensuite, puisque tout le monde ne peut pas tout de suite avoir la chance d'arriver directement à Sciences Po après le bac, vous avez d'abord commencé par faire des études de droit public à Paris 1. Je comprends. Avant d'avoir un coup de cœur pour la science politique. Et ça ne s'est pas démenti depuis. Avant de courir les plateaux télé, vous avez couru les universités. Vous avez été professeur de Sciences Po, donc, mais également à l'IEP de Grenoble, à l'IEP de Genève, l'Université de Genève, et à l'Université François Rabelais de Tours. Puisque Sciences Po, on y vient, vous décidez enfin, dans les années 90, de vous ranger. Il faut dire que toujours avec votre temps d'avance sur tout le monde, vos cheveux blanchissent à vue d'œil. Vous avez finalement parié sur la maison Sciences Po. Et encore une fois, quel choix de visionnaire! En 1994, vous prenez la tête du Cevipof. Avant même que Richard Descoings ne rentre à Sciences Po, vous y étiez déjà. Vous donnez alors le cours d'introduction à la science politique, alors que Jean-Marie Donégani, lui, agitait encore ses hochets. Et encore aujourd'hui, invariablement, l'on peut entendre votre voix de stentor expliquer en amphiboutmi, devant plusieurs centaines d'étudiants. Pourquoi est-ce que le granit vote bien à droite? Merci Anas. Monsieur Perrineau, est-ce que vous avez une réaction à ce portrait? Est-ce que votre vie a bien été racontée? Je m'y retrouve assez largement, bien que ma vocation vers la chose politique n'est pas aussi précoce. Ça n'est pas en effet avec l'infirmière qui s'est penchée au-dessus de mon berceau et qui me présentait le biberon à droite ou à gauche que j'ai découvert l'univers politique. En fait, le premier engagement que j'ai eu en matière politique, c'est en 1965, mais vous allez reconnaître ma modération. Je partais avec mon Solex distribuer des tracts pour Jean Le Canuet, qui était le candidat de la démocratie chrétienne. Et je me revois encore, mais c'est vraiment le premier engagement. Vous voyez, essayer d'explorer un autre univers que celui du gaullisme, que était celui de l'univers parental, des gens qui m'entouraient, mais sans transgresser, même de manière excessive. Et donc, avec mon Solex, je découvre la démocratie chrétienne, puis ensuite, les choses sérieuses vont commencer, et en particulier, en effet, 68, je me retrouve en philo,
Millau, au lycée Descartes à Tours. Et là, comment dire, mais c'était assez peu politique. Il y avait la joie du foutoir, du désordre, de ce que le général de Gaulle appelait d'ailleurs la chienlit. Il y avait une espèce d'immense défouloir de la parole, défouloir des comportements qui ont marqué la deuxième étape de mon entrée en politique. Et puis après, voilà. Après, il y a eu Sciences Po parce que j'ai voulu mettre tout ça un peu à distance. J'ai voulu en savoir un peu plus. Je voulais mettre la politique véritablement sous le microscope. Et c'est comme ça que j'ai peu à peu abandonné le droit et que je suis venu à la science politique. Et je ne regrette pas, comme disait André Siegfried, pour citer le père du vote du granit, la volupté de comprendre est souvent beaucoup plus enivrante que l'ivresse de l'action. On va continuer justement avec des questions pour en savoir un peu plus sur vous et votre vie. Jingle interview. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. On va essayer de savoir quels sont vos rêves, mais surtout quelle a été votre vie quand vous étiez petit. Pascal Perrineau, vous vouliez faire quoi? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être petit. Quand j'étais petit, je voulais être psychiatre. La chose psychologique m'intéressait énormément. Et puis, comme dans toutes les familles, il faut être lucide. Dans toutes les familles, on voit des hommes, des femmes, dont on se dit tout de même, ils sont bien sympathiques, mais ils sont bigrement névrosés. Il y a des névroses familiales dont tel ou tel est plus ou moins porteur. Et j'avais commencé à lire, je me souviens en seconde, pas mal de textes de Freud. Et je me disais, mais c'est bigrement intéressant. Et il travaillait sur des névroses familiales de la bourgeoisie viennoise du début du siècle. Et je me disais, au fond, toute une série de ces névroses familiales, je les retrouve dans mon environnement. Donc j'ai envie de comprendre et puis éventuellement d'être l'élément par lequel il y aurait une rupture de cette reproduction des névroses familiales. Alors je ne sais pas du tout, je suis le plus mauvais juge, je ne sais pas du tout si vraiment j'ai pu contribuer à cette rupture, mais tout cela m'avait dit, tiens, plus tard je chercherai à être psychiatre et éventuellement psychanalyste. Quand vous voulez quitter votre environnement de névrose familiale, où est-ce que vous allez? Dans quel endroit? J'étais quelqu'un qui, en effet, entre 10-12 ans et 20 ans, toutes ces années d'adolescence, j'avais un désir éperdu d'aller voir ailleurs. Et j'avais deux manières d'aller voir ailleurs. Le sport. Je pratiquais énormément le tennis. J'étais un joueur d'ailleurs d'assez bon niveau et je continue d'ailleurs, j'ai de vieux restes. Et puis j'étais extrêmement engagé dans le mouvement associatif. J'étais dans une organisation qui s'occupait d'alphabétiser les travailleurs immigrés. Et donc j'apprenais le français essentiellement à des travailleurs marocains qui étaient installés à Tours dans le bâtiment et les travaux publics. Et donc je passais de très nombreuses heures à cette tâche qui n'est une tâche pas facile. Et géographiquement, quand vous voulez vous changer les idées, vous allez où? Alors, quand je veux changer les idées, je vais en Asie. J'ai une fascination pour le Japon, et en particulier pour les jardins japonais. Donc, dès que j'ai un moment, je vais en Asie. Quand j'ai les moyens financiers, je vais au Japon. Et j'ai une raison de plus pour y aller souvent, puisque ma fille est installée professionnellement à Shanghai. Donc, parfois je vais à Shanghai, parfois on se retrouve à Tokyo ou à Kyoto. Dernière question, sur le modèle du grand oral, ou de l'oral d'admission, on va pas vous demander le dernier livre que vous avez lu, parce que c'est pas très marrant, mais la dernière bande dessinée que vous avez lue. Écoutez, c'est un classicisme que vous allez trouver désespérant. Quand j'étais adolescent, fasciné par Tintin, et j'ai toujours mes Tintins à domicile. Et puis de temps en temps, tout de même, je vais voir chez Black et Mortimer. Mais j'ai l'impression de commettre presque un crime de haute trahison. Je reviens
reviens très vite à Tintin. Vous allez voir ailleurs, en fait. Vous savez, sinon, tout autour de cette table, vous avez des intervieweurs vraiment d'un classicisme désespérant dans ce cas-là. Bon, très bien. Vous pouvez le constater au moins vestimentairement, ce qui n'aide pas nos auditeurs. C'est pas très radiophonique, Non, effectivement. c'est pas radiophonique. Mais je pourrais vous raconter si vous voulez. On va passer maintenant à la séquence questions SMS, comme dans C'est dans l'air, dont vous êtes un habitué. Les étudiants nous envoient des questions qui défilent en dessous de l'écran, comme sur France 5, et c'est Anas qui va les poser. C'est très moderne, oui. Pascal, je peux vous appeler Pascal. Oui. Pascal, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? La coupe de cheveux, mais vous savez, c'est absolument terrifiant. Parce que je fais des émissions de télévision depuis un certain temps, et alors je reçois un courrier des auditeurs et des téléspectateurs. Et très souvent, il y a un nombre de questions qui n'est pas raisonnable. En effet, sur ma coiffure. Et on me dit, mais d'où vient ce brushing? Et véritablement, ce brushing, il n'y en a jamais eu. J'ai une nature de cheveux. Ça explique peut-être. C'est une révélation. Grande révélation. Sciences Polémiques reçoit. Ça explique peut-être d'ailleurs mon intérêt pour le Japon. J'ai des cheveux comme un japonais. Ce sont des baguettes de riz. Ça part dans tous les sens. C'est extrêmement indiscipliné. Mais en effet, c'est devenu un véritable marqueur. Puisque même d'ailleurs avec parfois un léger sens critique, certains ne parlent plus de Pascal Perrineau, mais ils disent le politologue au temps argenté. Vous voyez, comme ça, voilà, la couleur des cheveux est devenue le signifiant du signifié Perrineau. Question suivante. Même question finalement, mais sur vos lunettes. Alors là aussi, Ça vient d'où? Elles sont naturelles, elles aussi. Les lunettes, oui, c'est très présent, mais les questions des étudiants ou des étudiantes traduisent en effet les questions des Français. La deuxième question, j'ai dû recevoir presque en quelques années, presque une dizaine de messages SMS me disant mais vous avez acheté vos lunettes où? J'ai dû faire la fortune de l'opticien qui est en bas de la rue du Bac parce que en effet il a vu se précipiter certainement une dizaine de consommateurs extrêmement précis disant je veux les mêmes lunettes que Pascal Perrineau et j'espère qu'il les a satisfaits. Eh bien tout le monde rêve de savoir le nom du tailleur de Frédéric Mion, et maintenant on saura le nom de l'opticien de Pascal Ça Perrineau. s'appelle, oui, je vous le dis, c'est les opticiens du Bac, je pense. Voilà. Question suivante. Dans un gouvernement Valls 2, remanié, quel ministère pour Pascal Perrineau? Aucun. C'est un métier de chien. Et je ne crois pas, si vous voulez, quand vous êtes intéressé par le pouvoir, l'influence, c'est pas là que ça se passe. Et je crois que c'est de moins en moins là que ça se passe. Et ça se passe où alors? Ça se passe ailleurs. Ça se passe essentiellement dans l'économique. Ça se passe dans le culturel beaucoup plus que dans le politique. Pourquoi ne pas avoir continué votre vocation du début, puisque vous tractiez donc pour Jean Le Canuet votre engagement politique? Si vous voulez. Le centre s'est perdu après Jean Le Canuet. Le centre s'est perdu. Il y avait la recherche et la volonté d'un centre autonome et d'un centre qui me parlait. Parce qu'il faut bien voir, si vous voulez, que dans ma famille, ma mère, qui était originaire de l'Est, était porteuse d'un vrai tempérament démocrate chrétien. Mon grand-père était démocrate chrétien. Vous savez, ça faisait partie de ces Alsaciens-Lorrains qui avaient été même rattachés à l'Allemagne et qui avaient été allemands. Et mon grand-père avait appartenu au Zentrum. Et donc, il y avait certainement dans cet attachement à Jean Le Canuet en 1965, il y avait un peu de cet héritage, mais c'est un héritage que je ne renie pas. Et quand vous souhaitez qu'il y ait un centre qui vous parle, vous n'avez pas l'impression d'entendre des voix en fait? Non, j'ai jamais été touché par cette grâce, parce que c'est peut-être certainement une grâce. Ça vous fait changer de dimension, d'entendre des voix, mais je suis resté toujours assez proche de la religion catholique. Une dernière question que se posent les étudiants. Étant donné les titres notamment de vos derniers ouvrages, est-ce que les dessous de Marianne sont jolis? Écoutez, je n'ai pas poussé l'investigation jusque-là. Mais les dessous de Marianne, les dessous de ce phénomène qu'est le Front National, sont certainement à explorer par le menu. On va passer maintenant à une séquence sur un sujet qui vous est cher, une de vos passions, c'est la cuisine.
Première question, votre plat préféré, Pascal Perrineau, c'est lequel? Mon plat préféré... un seul, parce que... Un seul, non, sinon, là, voilà, oui, et j'hésite à vous répondre, parce que, en effet, j'en ai plusieurs. Je crois que c'est un plat extrêmement simple. C'est un bar sauvage, attention, pas un bar d'élevage, cuit en croûte de sel, avec à côté du fenouil à la vapeur et un filet d'huile d'olive. C'est comme ça que savent le faire les meilleurs gastronomes en Italie. On retrouve à nouveau finalement votre filiation chrétienne-démocrate avec Voilà. cet amour du bar. Voilà. C'est excellent. Réellement, la psychanalyse aujourd'hui se Continue. Voilà. Votre restaurant préféré? Mon restaurant préféré, c'est un restaurant qui est à Lyon, que je fréquentais beaucoup quand j'étais professeur à Grenoble. À Grenoble, il n'y avait aucune grande table. Et c'était absolument un lieu fascinant, en particulier par sa salade de homard au verjus et par sa tarte à la nougatine, qui étaient deux plats d'excellence. Alain Chapelle a maintenant disparu, mais j'ai gardé son livre de recettes et sans son talent, je m'efforce de continuer la tradition. Est-ce que vous regardez Top Chef, l'émission? Oui, je regarde Top Chef de temps à autre, mais avec un souci, c'est d'essayer de comprendre les trucs qu'il y a dans la cuisine pour essayer de jouer mon petit Top Chef à moi dans ma cuisine. Et les aliments les plus étranges que vous ayez mangés au cours de votre carrière gastronomique? Le crocodile. Du crocodile. Le crocodile, oui. J'ai mangé en effet en Guyane en effet des brochettes de crocodile. C'est pas mauvais, c'est quelque part entre le veau et le poisson et avec une petite sauce de piment vert, ça ne manque pas d'intérêt. Vous l'aviez vous-même chassé? Non, je ne l'avais hélas pas chassé. On va passer maintenant à une séquence toujours sur la politique, c'est Raphaël qui va le faire. Nous allons vous demander maintenant, Pascal Perrineau, de devenir un décisionnaire et de nous dire ce que vous auriez fait à la place de certaines personnes dans certaines circonstances. En l'occurrence, on prend l'histoire assez récente de la Ve République. Il se trouve que on parlait de psychanalyse dans le film justement qui avait été réalisé par le psychanalyste Gérard Miller, vous apparaissiez et on disait même d'ailleurs que vous aviez côtoyé Dominique Strauss-Kahn quand vous étiez à la tête apparemment d'une fédération socialiste quelques années plus tôt. À l'époque où vous étiez socialiste. À l'époque où vous étiez socialiste, époque visiblement révolue. Donc, vous êtes dans cette chambre d'hôtel à New York, vous sortez de votre douche et vous voyez Nafissatou Diallo. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait? Eh bien, écoutez, j'aurais dit à cette jeune femme de revenir plus tard, afin que je me présente dans un appareil qui soit un appareil plus, qui soit plus adapté à la situation de rencontre entre un usager d'une chambre d'hôtel et la femme qui vient faire le ménage. Voilà, c'est d'un classicisme total. Parce que je suis une personnalité là-dessus extrêmement classique. Est-ce que vous aussi, vous nous affirmeriez que vous n'avez jamais eu de compte en Suisse? J'ai eu un compte en Suisse. Lorsque j'étais... Vous avez bien fait de ne pas vous lancer en politique, alors. On comprend mieux soudain. Quand j'étais professeur à Genève, mon salaire était versé directement à l'UBS sur un compte. C'est la même banque en plus. J'avais une ivresse. Il y a donc un compte avec 3 millions actuellement. C'était un peu plus modeste parce que même, vous savez, les salaires d'un prof en Suisse sont quand même supérieurs à ceux qu'ils sont en France. Mais j'avais un certain émoi de franchir chaque mois la porte de cette agence de l'UBS dans le quartier de Cornavin et d'aller chercher le montant de mon salaire. Donc j'ai eu un compte en Suisse, donc j'aurais été très à l'aise pour répondre là-dessus. D'accord, donc d'où votre réponse catégorique tout à l'heure. Non, vous ne voulez pas de ministère. C'est peut-être effectivement, c'est assez sage de votre part. Une dernière mise en situation. Alors dans ce cas-là, Pascal Perrineau, si je vous regardais dans les yeux que l'élection présidentielle se jouait dans 3 jours et que je vous affirmais que
Franchement, vous êtes quand même un petit calomniateur. Vous répondez comment? Non, je répondrais non, je suis un grand calomniateur. Et que pas de moi, Pascal Perrineau, je ferai je suis un très grand calomniateur, je peux être un très grand calomniateur. Est-ce que vous avez lu votre fiche Wikipédia, Pascal Perrineau? Non. Parce qu'il est indiqué, et c'est le principe de Wikipédia, c'est que ce sont des anonymes qui rédigent votre biographie, et il est indiqué qu'en 2001, avec la référence précise, en 2001, vous avez prédit que le fait que les élections législatives suivent de manière très serrée les élections présidentielles avantagerait la gauche. Alors c'est manifestement quelqu'un de bien intentionné qui a écrit ça. Il y a la référence à l'article. Je vais regarder ça attentivement. Vous pouvez même le corriger vous-même. Mais quand je lis les notices Wikipédia de gens que je connais, il y a tellement d'âneries, en effet, que sur moi il doit y avoir de très nombreuses âneries. Mais enfin, il se peut, vous savez, dans les prévisions, etc., on peut dire des sottises. Hein. Je ne suis à l'abri d'aucune sottise à proférer. Raphaël, toujours sur la vie politique, tu t'es intéressé au ministère méconnu. Peut-être à tort. Également, exactement. En réalité, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques noms de ministères que nous ne connaissions pas vraiment. Et donc, nous avons décidé de vous faire une sorte de petit quiz pour vous demander si, à votre avis, les noms des ministères que je vais vous donner existaient ou n'existaient pas. Et donc, on va commencer par un ministère de la décentralisation culturelle. Est-ce que ça a existé? Non, je crois pas. Eh bien si, de 2000 à 2002, Michel Dufour a été, je pense, secrétaire d'État à la décentralisation culturelle et au patrimoine. Merveilleux. Une belle musique. C'est beau. Formidable. Ça devait être exaltant. Vous l'enviez. Ah oui. Maintenant, je l'envie. Explorer un tel univers. Formidable. Et alors, à votre avis, est-ce qu'il y avait également un ministère, est-ce que ça existait, un ministère des jours pairs? Non. En effet, il n'y en a pas eu, heureusement d'ailleurs. C'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile, c'est vrai. Et maintenant, revenons-en par exemple sur un thème plus culturel. Si je vous parle d'un ministère des relations culturelles internationales. Écoutez, des relations culturelles internationales, je ne crois pas. C'est un vrai objet. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu un ministère de plein exercice sur ce sujet. On a considéré que les ministres délégués et les secrétaires d'État comptaient aussi. Comptaient aussi. Alors, ça a peut-être eu lieu. Ouais. Oui, en effet. Voilà, et Thierry de Bossé, qu'il a été entre 1988 et 1991. C'est un homme de talent, d'ailleurs, Thierry de Bossé. Bien, on lui enverra la vidéo. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un ministère de la vie quotidienne? Écoutez, là, peut-être que dans les années 80... les socialistes avaient inventé un truc de ce type au moment où c'était changer la vie, donc la vie quotidienne. Oui, eh bien, alors oui, mais en l'occurrence, ça a été un peu plus tardivement. En l'occurrence, je pense que c'est Michel Rocard qui avait voulu changer la vie, puisque c'était quotidienne, en effet, entre 91 et 92. Donc c'était Rocard qui avait eu Véronique Neyeretz en tant que secrétaire d'État à la vie quotidienne. Très bien. On en fait une dernière. Est-ce que, selon vous, nous avons eu un secrétaire d'État spécialement dédié aux relations avec le Sénat et aux rapatriés? Ah oui, ça c'est certain. Si vous voulez, quand il s'agit de découper puis de trouver un job, on peut inventer n'importe quoi. Et alors, voyez-vous, c'est gentil pour le Sénat. En effet, ça existait entre 93 et 95. Ouais, ça c'est typique. Ça. C'était Roger Romani, donc juste à côté. C'est merveilleux. Mais là, c'est extraordinaire, hein, ce type de redécoupage ministériel, parce que quand il s'agit d'inventer une institution pour caser un homme, eh bien voilà, on est prêt à tout, quoi. Rien ne vous arrête. Merci Raphaël pour ce quiz qui a permis de rendre hommage à des personnalités injustement méconnues et à leur travail aussi. Et à Thierry de Bossé. Anas vous a préparé une sorte de blind test politique en fait, c'est ça? Encore. Des citations. En tout cas. Je vais vous lire en tout cas quelques citations d'hommes politiques et vous avez donc la tâche, difficile ou non, cela dépendra des citations, de deviner qui a prononcé la phrase. Si je vous dis, je commence par Giscard est un traître par nature. Allez le voir et persuadez-le de trahir dans le bon sens. Alors là, c'est la colle. Qui aurait dans un contexte, voilà. C'est une très belle citation. Qui aurait pu le dire? Chirac?
C'est Charles de Gaulle, voilà. Ouais, Charles de Gaulle qui avait dit très ça. bien. Voilà. Ah, puis on reconnaît la qualité littéraire du général, tout de même. Alors une autre. Il y a celui qui dit « je reste droit dans mes bottes ». Et il y a celui qui dit « je reste souple dans mes baskets ». Alors, je reste droit dans mes bottes, oui, voilà, jupé. Oui. Je reste souple dans mes baskets. Oh, c'est un peu relâché, tout ça. Oui, et pourtant, je sais qu'il faisait rigide. Un homme qui a fait du basket, justement. Voilà, oui, Lionel, oui. Voilà, lui-même. Exactement. Bon, ouais. Il n'a pas eu que des citations avisées. Voilà, ouais. C'est un peu relâché, ça me déplaît un peu. Effectivement. Encore une autre, une qui risquerait de nous surprendre d'ailleurs aujourd'hui. Je cite, « Si nous allons trop loin dans l'utopie, nous nous heurterons à la réalité. » Ah, c'est beau ça. C'est très très beau. C'est très très beau ça. Alors ça c'est typique. Attendez, alors c'est typique d'un socialiste. Oui. Ça ressemble à Henri Queuille. Qui croit au socialisme. Exactement. Mais qui se dit au fond à quoi ça sert ce machin. Si, de nos jours, c'est exactement la même question qu'elle se pose. C'est François Hollande. Exactement. Oui, voilà. Très beau. Ça c'est très très beau. Et si on vous dit je suis sarkozyste jusqu'au bout des globules? Sarkozy jusqu'au bout des globules, c'est une vulgarité. Donc c'est trouvable. Je sais pas, c'est tout à fait trouvable. Ah oui. Nadine Morano. Exactement. Bingo. Sur ces deux bonnes réponses, on va finir cette émission avec un extrait musical que je vous avais demandé de choisir, un extrait qui vous tenait à cœur. C'est Paco de Lucia et Camarón de la Isla du flamenco. Pourquoi ce choix particulièrement? J'ai, depuis que je suis haut comme trois pommes, un goût phénoménal pour le flamenco, le chant flamenco, le cante rondo, le chant profond, parce que c'est une musique non seulement que je trouve belle, mais c'est une musique qui est capable de m'émouvoir au plus haut point. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, je me suis évanoui dans un spectacle en écoutant une chanson et me disant ça atteint le degré de la perfection humaine. C'était Camarón de la Isla chantant à Madrid, et j'avoue que oui, quand le goût résonne à ce point-là en vous, c'est une expérience humaine phénoménale. C'est pas simplement, vous voyez, un goût musical, c'est une expérience humaine, le flamenco. Et Camarón de la Isla, c'est la plus belle voix du flamenco contemporain. Sur ces belles paroles, on va finir cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, Pascal Perrineau, d'avoir accepté notre invitation. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour la dernière émission de Sciences Po Les Micros avec Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po. Salut à tous, à la prochaine. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente.